Bonjour, Sandy Derry, chef de projet Support School. On fait cette vidéo aujourd'hui pour vous présenter comment réaliser vos fichiers d'import des comptes utilisateurs, profs, élèves, ainsi que vos classes afin de les intégrer dans School MDM. Pour ce faire, vous allez avoir cette présentation avec tout le processus par Patrice Tardieu. Effectivement, je vais vous expliquer dans un premier temps comment créer des fichiers d'import afin de créer des comptes utilisateurs pour que ceux-ci puissent utiliser la suite School dans de bonnes conditions. Il faut noter que la source de données initiale peut provenir soit d'un annuaire, soit d'un logiciel d'administration, quelle que soit la source d'entrée. L'idée, c'est qu'on arrive à un fichier standard, un format standard, qui puisse être compris par notre service afin d'importer ces fichiers et ces comptes utilisateurs. Alors, ces fichiers, il y en a deux. Le premier va concerner les classes et le deuxième va concerner les utilisateurs en eux-mêmes afin d'assigner les classes aux utilisateurs. Alors, sans plus attendre, voici à quoi ressemble le premier type de fichier, donc le fichier classe. Vous voyez en première ligne, c'est les intitulés des différentes colonnes qui sont en anglais, qui est la convention, le langage de convention dans l'informatique. La première colonne concerne l'UAI. Donc le code UAI, c'est le code d'identification de l'établissement, afin de dire en fait dans quel établissement la classe va se situer. La deuxième colonne, c'est la classe. Donc ça va être vraiment le nom de la classe en tel quel. Attention ici à la syntaxe, il faut que la manière dont on écrit la classe, donc majuscules et caractères spéciaux compris, soit exactement la même dans le fichier classe et dans le fichier utilisateur. Donc là vous avez des exemples de certains noms de classe. À noter qu'on peut utiliser les espaces aussi dans les noms de classe. Et enfin, le group type, qui va être en fait le type de groupe, donc le type de classe qu'on veut créer. Actuellement, il n'en existe qu'un seul, c'est class name, comme vous voyez ici, pour indiquer que le type de groupe qu'on crée est une classe. À l'avenir, d'autres fonctionnalités permettront de créer d'autres types de groupes. En tout cas, dans un premier temps, ce qui nous intéresse aujourd'hui principalement, c'est les classes. Donc, il faut noter que dans cette cellule, inscrire class name. Vous voyez aussi dans ce fichier qu'il y a deux UAI différentes. Alors là, c'est des UAI de démo. Donc, ce n'est pas des codes au format que vous connaissez. Mais vous voyez quand même qu'il y a deux UI différents. Ça veut dire qu'en fait, on peut créer des classes dans le même fichier pour deux établissements différents si vous en avez du coup les permissions. Voilà pour le fichier classe. Je vais passer au fichier utilisateur maintenant. Alors, vous voyez, il y a un petit peu plus de colonnes ici. La première, c'est toujours le code UAI, afin de savoir dans quel établissement rattacher le compte utilisateur qu'on est en train de créer. Et ensuite, le login. Donc le login, ça va être vraiment l'identifiant que l'utilisateur va utiliser pour se connecter, pour s'authentifier. Ensuite, password, j'y reviens dans quelques instants. Last name et first name, donc tout simplement le nom de famille et le prénom de l'utilisateur. Ensuite, vous voyez ici le rôle éducationnel, educational role. Il peut être de deux types. Ce sont soit des élèves, soit des profs qu'on est en train d'ajouter à la suite School. Donc il peut être de deux valeurs, soit student, soit teacher. Donc ici vous voyez student, si je descends un petit peu. Ici vous avez des teachers. Donc ici ce seront des comptes professeurs. Ensuite, la colonne classe, c'est ici où on va rattacher l'utilisateur à une classe. Et c'est là où la syntaxe est importante, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est donc dans cette cellule qu'on va dire dans quelle classe est l'utilisateur. À noter qu'on peut aussi assigner plusieurs classes à un utilisateur. Ici, par exemple, si cet utilisateur est dans deux classes, je peux les séparer les classes avec une virgule. Comme ceci. Et donc, mon utilisateur élève 1 sera ajouté à deux classes, contrairement à élève 2 qui sera que dans la classe qui s'appelle CP. À noter qu'ici, les noms de classe représentent les niveaux, mais ce n'est pas forcément le cas. Hein. Ça peut être des noms vraiment qui représentent, par exemple, s'il y a plusieurs classes de CP, les différencier, c'est tout à fait possible. À vous de choisir le nom de la classe qui vous convient. Enfin, le application role. Par rapport au rôle éducationnel, le rôle applicatif, c'est celui qui va définir les permissions de l'utilisateur. Donc ce qui va être capable de réaliser quels seront ses droits
sur la suite School. Il peut être de 3 types. Tout d'abord, pour les élèves, il va être de type user. User, c'est donc un utilisateur simple qui n'aura pas de permission particulière. Par exemple, il ne pourra pas accéder au MDM. Il aura une utilisation donc limitée de la solution. Ensuite, 2 autres rôles qui sont plutôt pour les professeurs. Donc le premier, c'est Device Manager. Donc c'est le rôle après qui a un peu plus de permission que l'utilisateur. Donc gestionnaire de périphériques. C'est un utilisateur qui va avoir accès au MDM, qui va pouvoir créer des groupes et installer des applications, désinstaller des applications sur ces groupes-là. Et ces permissions s'arrêteront ici. Donc il a un rôle avec accès au MDM qui peut créer certaines configurations, mais qui ne peut pas non plus tout faire sur le MDM. Et enfin, le troisième et dernier rôle, c'est le Organization Manager, ou responsable d'organisation, qui va être un rôle qu'on assigne principalement aux référents numériques, qui vont pouvoir, depuis le MDM, réaliser plus de choses, comme configurer des réseaux Wi-Fi, le faire sur tous les terminaux de l'établissement. Voilà, donc plus de permissions dans le MDM pour ces utilisateurs. Enfin, la dernière colonne, c'est la colonne email. Alors la colonne email est un petit peu liée à la colonne password, dans le sens où les deux représentent la manière dont l'utilisateur va s'authentifier. Donc le cas qu'on recommande pour les personnes qui ont un email académique, c'est d'utiliser la colonne email. La colonne email va permettre à l'utilisateur d'être totalement autonome dans la gestion de son mot de passe. Lorsqu'on va créer son compte, au moment de l'import du fichier, que j'expliquerai plus tard, dans une seconde vidéo, au moment de l'import, donc de la création du compte, un email est automatiquement envoyé à l'utilisateur en lui demandant de choisir un mot de passe. Donc c'est l'utilisateur lui-même qui va définir son mot de passe, et c'est ce mot de passe qu'il pourra utiliser pour se connecter. Si jamais il oublie son mot de passe, il pourra redemander un lien de réinitialisation en totale autonomie depuis l'interface d'authentification. Donc là, on a une solution avec une sécurité accrue et une autonomie, donc c'est vraiment la meilleure des situations. Toutefois, on le sait, ce n'est pas forcément une situation qu'on peut appliquer à tous les comptes utilisateurs, notamment pour des élèves en élémentaire qui n'ont pas d'email académique, logiquement. Dans ce cas-là, on peut remplir une colonne password, qui est ici. La colonne mot de passe, si on la remplit, va être du coup le mot de passe de l'utilisateur. On va devoir lui attribuer et lui donner par un autre biais en lui disant élève 1, ton mot de passe, ce sera élève1.uy dans cet exemple-là. Donc il aura son couple identifiant mot de passe pour se connecter. Les deux colonnes password et email sont exclusives. Ce qui veut dire que si on remplit la cellule password pour un utilisateur, il utilisera ce mot de passe pour se connecter. Si on lui assigne un email, c'est grâce à l'email qu'il va définir son mot de passe et c'est ce mot de passe qu'il aura défini lui qui lui permettra de se connecter. On ne peut pas assigner à la fois un mot de passe et une adresse email au même utilisateur. Et encore une fois, tant que c'est possible, il vaut mieux leur donner une adresse email. Voilà pour les différents champs et la manière de créer ce fichier, ces deux fichiers classe et utilisateur. À noter que dans le fichier utilisateur aussi, évidemment, on peut avoir deux UI différents pour créer des utilisateurs sur deux établissements différents. Quand vous avez rempli votre fichier entièrement, il s'agira maintenant de l'enregistrer au bon format. Pour cela, rendez-vous dans Fichier, enregistrer sous. Et ici, choisissez bien le format CSV, qui est le type de fichier. Et ensuite, il faut absolument choisir l'encodage UTF-8. Donc le nom ici que vous voyez, c'est CSV UTF-8. C'est absolument ce format-là dont on a besoin pour importer le fichier et qu'il soit bien compris par le service d'import. Voilà, cliquez sur Enregistrer. Ici, j'ai procédé à des modifications, donc je dois remplacer mon fichier. Et voilà, votre fichier est prêt à l'import. Et voilà pour cette présentation. Merci Patrice. Si vous souhaitez aller plus loin dans la mise à jour des comptes, merci de suivre notre seconde vidéo sur l'importation des comptes et la mise à jour des données. Merci beaucoup, au revoir.